Bonsoir. Il y a 2 mois, quand le professeur Gilles m'a sollicité dans le contexte de la Convention citoyenne et l'éventuelle révision de la loi concernant la fin de vie, je me suis dit quel défi. Hier, M. Leburg, notre directeur, s'inquiétait de la tension qu'on pouvait ressentir à l'idée d'une intervention ce soir. Je lui ai répondu « Oh, je viens raconter notre quotidien. » Mais là, vous êtes vraiment très nombreux et c'est impressionnant. Merci à tous d'être là. Commençons par faire connaissance. Je suis le docteur Verliac, Virginie, responsable et représentante de l'équipe de soins palliatifs du territoire sud de la Saintonge, qui englobe donc Jonzac, Boscamnan, Royan, Saint-Jean-d'Angély, Saintes, et j'y œuvre depuis 2011. J'exerce le soin palliatif, soit d'après la définition de la SFAP, je dispense des soins et accompagnement à une personne gravement malade pour lui permettre de bien ou mieux vivre le temps qui lui reste à vivre. Notre activité est encadrée par la loi Leonetti, CLES, depuis 2016, et c'est notre sénatrice Corinne Imbert qui nous fait l'honneur de sa présence et qui nous présentera cette loi. Nous avons la chance aussi de pouvoir ce soir bénéficier de sa connaissance des soins palliatifs à une autre échelle, ainsi que sa pratique de la réflexion éthique, puisqu'elle est co-rapporteure du rapport d'information du Sénat de 2021 au titre très militant pour les soins palliatifs accessibles à tous et qu'elle participe au travail du Comité consultatif national d'éthique. Ensuite, ça sera à vous d'enrichir la réflexion par vos interventions et questions. Et c'est monsieur le professeur Roger Gilles, neuropsychiatre, professeur émérite de neurologie à l'Université de Poitiers et directeur de l'ERENA, qui se chargera de la conclusion. Et vous, qui êtes-vous? Des actifs, des retraités, des étudiants de tout horizon, des élèves de l'IFSI, de l'IFAS, des aides-soignantes, des soignants, médecins, infirmiers, diététiciens, aides-soignants, en ville, dans les centres hospitaliers, en institutions pour personnes âgées. Vous êtes aussi président de CME, des comités médicaux d'établissement de nos centres hospitaliers, accompagné des représentants des usagers. Vous êtes représentant politique, maire, conseiller. Vous êtes directeur administratif des centres hospitaliers et des institutions publiques et privées. Bref, des usagers, des citoyens aussi. Vous venez parfois de loin, Cognac, La Rochelle, Royan, Jonzac, Saint-Jean-d'Angély et bien sûr Saintes, villes et villages aux alentours. Encore une fois, merci à vous d'être là. Je remercierai plus particulièrement M. Leburg, directeur des centres hospitaliers Saintes et Saint-Jean-d'Angély, ainsi que toute son équipe, du soutien trouvé à leur côté pour permettre l'organisation de cette rencontre dans un lieu chargé d'histoire et ce soir témoin de notre histoire. Merci à Julien Hoble et l'équipe de cuisine du centre hospitalier pour la nourriture du corps avant celle de l'esprit. C'était délicieux. Merci à Mathilde de la cellule communication. Elle est dynamique, investie, elle y met tout son cœur, elle est parfaite. Merci à Cap Palliatif, qui est la cellule d'animation régionale de l'ARS, qui nous a permis par son soutien financier l'enregistrement de la soirée en vue d'un podcast qui sera diffusé pour tous ceux qui n'ont pas pu être là. Merci à Pallia Saintonge, qui est une association qui, à travers les dons des personnes malades et des proches accompagnés par les équipes, permet le financement de cette soirée. Une pensée à celles et ceux qui sont restés auprès de nos patients ce soir et cette nuit, aux bénévoles de l'ASP 17, vous êtes notre rayon de soleil, et aussi aux personnes malades et à leurs proches qui enrichissent notre expérience chaque jour. J'en oublie certainement, mais l'important commence maintenant, et je vais donc laisser la parole à Madame Imbert. Bonsoir à toutes et à tous. En venant tout à l'heure, d'abord je suis impressionnée par le nombre de participants à cette soirée, à la fois impressionnée, et puis du coup ça met un peu de pression.
Tout à l'heure, je me disais, mais pourquoi j'ai accepté de participer à cette conférence? Je n'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude évidemment de parler dans l'hémicycle, de faire des réunions publiques, mais sur un sujet comme celui-là. Je crois que c'est à cause de vous, docteur, que j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, je vous avais auditionné, et quand vous m'avez sollicité, je n'ai pas pu vous dire non. Voilà, donc je salue également le professeur Gilles qui est à vos côtés. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence si toutefois je ne suis pas une grande conférencière, mais en tout cas, je vais apporter mon témoignage d'élu. Alors, juste pour me présenter rapidement, je suis donc sénatrice de la Charente-Maritime. Je suis également professionnelle de santé. Je suis pharmacien encore. J'exerce encore mon métier quand le Sénat me donne un petit peu de temps. Et puis, au Sénat, je siège dans la Commission des affaires sociales. Commission des affaires sociales qui examine sur le fond tous les projets ou propositions de loi qui concernent la santé. Et il y a 2 ans et demi maintenant, nous avions examiné au Sénat une proposition de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Proposition de loi qui n'a pas été votée. Et après les discussions concernant ce texte, j'avais proposé à la présidente de la Commission des affaires sociales de lancer une mission d'information sur les soins palliatifs. Cette demande a été acceptée et avec 2 collègues qui ont souhaité me rejoindre pour ces travaux, nous avons effectivement pendant 6 mois auditionné, nous avons visité un établissement et présenté un rapport au bout de 6 mois sur les soins palliatifs. Et puis, parce que vous savez, le CCNE, et j'ai été désignée également, vous l'avez dit, docteur, pour siéger en tant que sénatrice au Comité consultatif national d'éthique, suite également aux déclarations du président de la République, eh bien, au Sénat, nous avons également mis en place une mission d'information sur la fin de vie. Et dans la suite des travaux que nous avions conduits pour les soins palliatifs, il m'a été demandé de travailler également au sein de cette mission d'information sur la fin de vie, mission qui a commencé il y a 1 mois et qui va se poursuivre. Je pense qu'on rendra notre rapport d'ici fin avril. Voilà un petit peu les sujets sur lesquels je travaille en ce moment, en plus des textes sur la santé. On est vite obligé de se spécialiser en tant que législateur sur certains sujets, tellement la loi est parfois complexe à examiner et à écrire le mieux possible. Alors, vous m'avez demandé de vous parler de la loi Claes-Leonetti. Quand elle a été examinée, ça faisait 18 mois que j'étais au Sénat. Et l'étonnement au Sénat, c'était qu'une nouvelle loi nous arrive alors que la loi Leonetti avait été juste votée en 2005. Elle apportait la notion de directive anticipée qui constatait que c'était peu connu. Aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti, vous le savez peut-être, mais je vais le rappeler, elle a affirmé le droit à toute personne, et je cite, à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. C'est donc une obligation de moyens qui pèse sur les professionnels de santé pour garantir l'effectivité de ce droit, puisqu'il leur revient de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Avec le souci de mieux respecter la volonté du patient, la loi Claes-Leonetti a donc complété le cadre juridique par 2 innovations importantes et principales. D'abord, elle reconnaît à tout patient le droit de bénéficier d'une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès. Là aussi, je cite les propos de la loi. Avec la notion de procédure collégiale qui est importante, qui permet de faciliter, je pense, le travail en équipe, qui facilite les décisions et qui protège à la fois le patient et les soignants. Je pense que vous y reviendrez tout à l'heure. Et puis, l'autre innovation principale de la loi Claes-Leonetti, c'est en fait de renforcer l'opposabilité aux médecins des directives anticipées en leur conférant un caractère contraignant. Elles avaient été créées, comme je vous le disais, par la loi d'avril 2005, dans la loi Leonetti, et elles s'imposent depuis 2016 aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Elles ne peuvent donc être écartées que dans 2 cas de figure, en cas d'urgence vitale et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Voilà le contexte et voilà ce que dit la loi. Et donc, ça fait bientôt, ça fait juste 7 ans qu'elle a été votée, avec des décrets d'application qui se sont mis en place rapidement. Il faut savoir qu'elle a été évaluée par l'Inspection générale des affaires sociales, par l'IGAS, qui avait constaté à l'époque, alors elle a été évaluée 2 ans après sa mise en application, en 2018. Donc c'est une évaluation assez rapide après le vote de la loi, qui avait constaté une dynamique encourageante, là aussi je cite, de mise en œuvre et d'appropriation de la loi du 2 février 2016 qui était enclenchée. Je pense que après, maintenant, ça fait 7 ans, néanmoins, la connaissance de ces principaux dispositifs, alors certainement pas par vous, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous intéressez au sujet, mais d'une manière générale, les principaux, ce qui est contenu dans ce texte n'est pas forcément bien compris, ou en tout cas par le grand public, et ça peine à progresser, même si, à l'occasion des débats et des discussions récentes, on peut penser qu'un plus grand nombre de nos concitoyens commencent à connaître les principaux dispositifs. Ceci étant, un sondage de février 2021, donc c'est pas très vieux, ça a seulement 2 ans, sur un échantillon de Français âgés de 50 ans et plus, 59% des personnes interrogées connaissent l'existence d'une loi sur la fin de vie. 36% seulement déclaraient savoir en quoi consiste une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et 30% indiquaient connaître l'objet des directives anticipées. Par contre, la personne de confiance, en revanche, était bien connue de 60% des personnes interrogées. C'était il y a 2 ans, c'est pas très vieux, on était en pleine pandémie, mais ça reste, quand on parle des directives anticipées qui ont quand même été introduites par la loi de 2005, on était seulement à 30% des personnes de 50 ans et plus interrogées qui connaissaient l'objet des directives anticipées. Je ne sais pas combien j'ai de temps, pas longtemps. Oui, vous me dites quand ça suffit. Voilà. Non, mais à l'occasion des missions d'information, je vous disais qu'on en avait fait une avec 2 collègues sur les soins palliatifs, qu'une était engagée sur la fin de vie. Donc à chaque fois, nous auditionnons des professionnels, nous auditionnons des associations de patients, nous auditionnons des associations de famille. À chaque fois, de façon assez fréquente, il était dit que la loi n'était pas assez connue du grand public, que notamment la notion des directives anticipées, comme je l'ai dit, n'était pas assez connue. Et je pense qu'en tout cas, ça faisait partie de nos propositions, il était important d'apporter une meilleure communication. Dans un contexte où, à l'époque, nous étions dans le 4e plan concernant les soins palliatifs, que notre rapport a été présenté au moment où le 5e plan était présenté par le gouvernement, et nous faisions à l'époque évidemment le constat que les soins palliatifs n'étaient pas assez développés dans notre pays. Il faut savoir que 26 départements sur les 101 départements français n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de lits de soins palliatifs. Il y a des lits, des lits isolés, j'allais dire, dans des services de soins, mais dans des services spécialisés. Mais vous imaginez 26 départements français, compris Outre-mer, bien sûr, 26 départements français, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc c'est énorme. Et il nous semblait qu'il fallait effectivement mettre tous les moyens en œuvre pour à la fois respecter les engagements qui étaient contenus dans les plans, et puis intensifier la communication sur la fin de vie. Renforcer, autre sujet important, je pense que vous ne me contredirez pas, c'est renforcer l'accompagnement des professionnels de santé non spécialisés en soins palliatifs pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Parce qu'on voit le décalage entre l'information qui est portée au médecin traitant, la connaissance qu'il a, parfois la difficulté qu'ont les patients de parler de ce sujet-là avec leur médecin traitant, parlant plutôt avec leur famille ou alors avec le médecin spécialiste qui les suit. Aujourd'hui, je pense qu'en 2 ans, ça n'a pas beaucoup évolué.
qu'évidemment, il y a eu un point important, enfin nous, ce que nous avions constaté, et dans les difficultés de l'application de la loi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le patient pouvait demander la sédation profonde et continue jusqu'au décès, bien sûr en service de soins, en établissement de santé, mais également en établissement médico-social ou à domicile. Ce qui renvoie à la question de l'importance d'avoir une équipe mobile de soins palliatifs. Et autant, quand c'était exprimé, quand c'était souhaité, le souhait de sédation profonde et continue jusqu'au décès en établissement de soins était évidemment possible, autant en établissement médico-social et a fortiori à domicile, les choses étaient plus compliquées. Déjà pour un élément important, c'est que le médicament qui était recommandé n'était pas disponible en ville, ce qu'on appelle en ville, c'est-à-dire pas disponible. Il ne pouvait être que rétrocédé par une pharmacie hospitalière à une pharmacie de ville ou à un établissement médico-social. Et ça, c'était un frein quand même pour qu'un droit puisse être mis en œuvre. Et le droit, je vous le rappelle, sédation profonde et continue en établissement de santé, en établissement médico-social ou à domicile. Et le volet médico-social et à domicile étant rendu à l'époque compliqué parce que le médicament n'était pas disponible. Cette chose a été levée. Depuis, le médicament est disponible et peut permettre cette sédation que la loi permet, cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. La Haute Autorité de Santé a aussi, pour éviter, en tout cas pour que ce que la loi dit, ce que la loi permet soit bien compris, a publié un guide, le guide du parcours de soins. Il a été publié en 2018, il a été actualisé en 2020. Comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, en faisant un tableau très simple, un tableau qui compare la sédation profonde et continue jusqu'au décès et l'euthanasie, en distinguant l'intention, le moyen, la procédure, le résultat, la temporalité et la législation. Et évidemment, côté législation, d'un côté, c'est autorisé par la loi, de l'autre côté, c'est illégal, avec homicide, risque d'accusation d'homicide et d'empoisonnement. Mais la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, évidemment composée d'experts, produit régulièrement des recommandations, des guides de bonne pratique et garantit aussi pour les soignants et notamment pour les médecins qui accompagnent les patients. Quelque part, c'est un genre de filet de protection, un genre de parachute qui permet à la fois de bien encadrer les pratiques côté professionnel, garantir une bonne prise en charge côté patient et met des bornes à ce que la loi permet et ce que la loi ne permet pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la loi actuellement, sa perception. Pour aller un peu plus loin, vous dire que à l'occasion de la mission d'information sur les soins palliatifs, j'ai eu l'occasion de visiter l'établissement Jeanne Garnier à Paris, qui est un établissement de mémoire de 81 lits, qui est le plus grand établissement de France en soins palliatifs, et que nous avons bien évidemment rencontré les soignants, médecins, des infirmiers, aides-soignants, etc., que j'avais été frappée par cette forme de quiétude, d'apaisement qu'il y a dans l'établissement, parce que je suis rentrée dans cet établissement en tant que parlementaire, évidemment avec mon regard un petit peu, non pas de soignant, mais de professionnel de santé. Et je salue monsieur le directeur qui veut rentrer discret, mais qu'on est ravis d'accueillir, voilà. Bonsoir monsieur le curé. Et j'avais été... à la fois, on rentre dans un établissement comme ça avec un peu d'appréhension, à la fois avec aussi un peu de passion parce qu'on est en train de travailler dans le sujet, qu'on va rencontrer des experts, des professionnels qui sont là pour nous livrer un témoignage. Et puis, vous êtes vite emporté par une forme, voilà, je vous disais, de quiétude, d'apaisement, et comme si vous aussi, vous êtes vous aussi rassurés. Et on a trouvé des soignants, rencontré des soignants qui, évidemment, nous ont décrit des patients qui rentraient dans cet établissement de soins palliatifs
avec pour un grand nombre une demande d'arrêt de traitement et qui, au bout de 2-3 jours, ne demandait qu'à vivre un peu plus longtemps. Et l'un des soignants nous avait dit, mais en fait, on est là pour redonner de la vie à la vie. Et c'était un moment, j'allais dire, assez poignant. Parce que ce que tous les personnes sur ces 2 missions, toutes les personnes que nous avons auditionnées avec mes collègues, nous ont dit, et notamment des professionnels, qu'on n'entend peut-être pas assez, c'est pour ça que je suis ravie de vous entendre ce soir, professeur et docteur Vérac, c'est que il y a une... Comment j'allais dire, il y a une forme à la fois de dévouement bien sûr, mais du coup j'ai oublié mon mot, c'est pas grave, ça va me revenir, tous ces professionnels sont persuadés qu'il faut que les soins palliatifs sont intégrés beaucoup plus tôt dans les parcours de soins des patients. À partir du moment où c'est une maladie longue, souvent, une grande partie des patients sont des patients atteints d'un cancer, pas tous évidemment. Tous les professionnels de santé, tous les soignants, tous les médecins que nous avons rencontrés sont persuadés, et je partage cette analyse, qu'il faut que les soins palliatifs, pour perdre cette vision des soins palliatifs comme étant le bout de la vie, la fin jamais j'en sortirai, etc. Jamais je sortirai du service. Se dire, ben non, c'est un passage, je peux y rentrer, mais je peux aussi en sortir. Et je peux être apaisé. Et apaiser cette souffrance, je pense qu'on y va trop tard. Et c'est pour ça qu'il faut que les soins palliatifs... Enfin, moi, vous l'avez compris, je défends les soins palliatifs. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'ils soient introduits à la fois que le plan soit mis en œuvre. Alors évidemment, ça veut dire des moyens, mais il faut que ça soit introduit beaucoup plus tôt dans le parcours des patients, parce que les soins de support aujourd'hui sont très très bénéfiques pour les patients. Et c'est ce qui permet à un moment donné un aller-retour entre l'établissement et le domicile, ou l'établissement médico-social si c'est le cas. Aujourd'hui, dans le cadre de la mission sur la fin de vie que nous conduisons, nous avons rencontré des médecins spécialistes de soins palliatifs, des médecins spécialistes en cancérologie, des associations de familles, de patients. Sur les 3 tables rondes que nous avons conduites, tous nous ont dit que la loi Claes-Leonetti répondait dans 99,9% des situations aux situations qu'ils rencontraient. Je m'attendais à ce que les associations aient une version une analyse, une approche un peu différente. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et que ça soit les médecins spécialisés en soins palliatifs, les médecins spécialisés en cancérologie, tous nous ont rapporté la même approche, la même analyse de ce qu'est la loi Claes-Leonetti, la façon dont elle est appliquée et combien elle répond à leur quotidien. Évidemment, on aura toujours des situations dramatiques, toujours les quelques cas que vous connaissez pour lesquels cette loi ne répond pas intégralement. Mais sachez que leur analyse, leur impression, leur quotidien leur fait dire cela, c'est-à-dire que dans 99,9% des situations qu'ils prennent en charge, la loi répond aux besoins. Reste la question des directives anticipées dont on ne parle pas assez, dont il faut parler en famille. Mais c'est toujours difficile d'approcher ces questions-là. Et puis quand on les approche, souvent on est en bonne santé. Donc voilà. Comment ? Difficile de se projeter. Il ne faut pas mourir vieux et malade, mais il ne faut pas mourir jeune non plus. Donc voilà, comment on fait. Donc une loi importante, une loi qui fait... consensus aussi. Je n'ai pas souvenir de débat houleux quand elle est passée au Sénat. Évidemment, il peut y avoir des approches personnelles, mais globalement, une loi qui a été bien portée. Aujourd'hui, Alain Claes est membre du CCNE. Le CCNE, vous le savez, Comité consultatif national d'éthique, a publié un avis très récemment qui ouvre une porte au suicide assisté, mais qui entrouvre seulement, parce que tout le monde a bien conscience, et le Comité consultatif national d'éthique le dit, il ne faut pas que si un jour il y avait une évolution législative, d'abord il ne faut pas qu'elle soit faite sous le coup de l'émotion, mais pour ça je pense que le législateur peut être raisonnable,
Mais surtout, il ne faut pas qu'elle prive de moyens les soins palliatifs. Il ne faut pas qu'à un moment donné, si la loi devait évoluer, ça soit un renoncement aux soins palliatifs, parce que je pense que ça serait terrible pour les patients. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, de l'approche de la loi telle qu'elle est perçue aujourd'hui. Et pour ne pas trahir ce qui avait été analysé, j'avais pris un extrait du rapport que nous avions publié. Voilà les travaux sur lesquels je travaille aujourd'hui. C'est un sujet passionnant, mais qui vous passionne aussi, sinon vous ne seriez pas aussi nombreux ce soir. Et puis, j'allais dire, qui nous concerne tous, parce que la fin de vie, évidemment, nous y serons toujours à un moment donné confrontés. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous ai préparé un petit diaporama, parce qu'il y a des médecins dans la salle et qu'ils aiment bien ça. Pour vous décrire mon quotidien, notre quotidien, et donc la déclinaison pratico-pratique de la loi Claes-Leonetti. Mathilde, ça ne marche plus. Ça s'allume comment? Mathilde, ça s'allume comment? Ah oui, là. Ah oui, je vais me débrouiller. Allez, voyons voir. Bon, sinon, on va faire ça. Hein. Faut que ça soit vert le temps d'aller. Ben oui, mais vous êtes sûr que les piles... Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Normalement, ça marche. Donc, les soins palliatifs en Charente-Maritime, puisqu'on est invité par l'espace régional d'éthique à cette conférence, quand même, enfin, voilà, on n'oublie pas les collègues de La Rochelle dont leur chef de service est passé dans notre service et a œuvré pour Saintes une année quasiment, quand il est arrivé dans la région. Et donc, ce que je vais vous décrire pour le sud de la Charente, sud Saintonge, donc Jonzac, Saint-Jean-d'Angély, Boscamnan, Royan, Saintes, est valable à La Rochelle, pour La Rochelle-Rochefort, Oléron. Donc, je vous rappelais que cette obligation donnée aux soignants par la loi Claes-Leonetti depuis le 2 février 2016, mais qu'on trouve aussi dans la loi Kouchner en 1999 et la loi 2002 et 2005 Leonetti, toute personne a le droit à une fin de vie digne et apaisée. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Les soins palliatifs, c'est quoi? Alors, d'abord, 5 minutes avant de mourir, elle vivait encore. Cette lapalissade, c'est notre quotidien. Il y a de la vie jusqu'au bout. Même quand la mort est inévitable, la vie ne se laisse pas complètement confisquer. Elle s'impose encore à l'instant qui précède notre disparition et jusqu'au bout semble dire aux morbides qu'il reste un moyen de coexister. Peut-être qu'en réalité, cette cohabitation n'attend pas la mort pour s'installer. Tout au long de notre existence, sans que nous en ayons conscience, la vie et la mort se tiennent continuellement la main et dansent. Alors, ce n'est pas mes mots, c'est Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, petit traité de consolation, un petit livre magnifique, facile à lire, qui met de bonne humeur, même si c'est un sujet difficile, et qui apporte de l'apaisement ou une sérénité. Et en fait, c'est ça le quotidien. On se tient la main, maladie grave, traitement spécifique, spécialiste d'organes et spécialiste de soins palliatifs, et on essaye de danser de façon organisée. L'accessibilité aux soins palliatifs, du coup, c'est cette organisation-là, une offre de soins sur l'ensemble du territoire, avec une graduation en fonction des symptômes, en fonction des besoins, en fonction de la complexité de la situation. De nombreux moyens sont mis à notre disposition. La loi nous impose d'utiliser tous les moyens. Donc on a des consultations sur les sites de proximité, des consultations au lit de la personne hospitalisée, des visites à domicile, des groupes d'analyse de la pratique destinés aux soignants afin qu'ils puissent s'enrichir avec leur propre expérience. Et c'est à la demande des équipes et même la télémédecine. À proximité,
C'est l'équipe mobile de soins palliatifs du groupement hospitalier de territoire, parce que même si je suis salariée de l'hôpital de Saintes, pour moi, je travaille pour l'ensemble des établissements avec notre équipe. Donc, on œuvre dans les centres hospitaliers, le secteur médico-social, les institutions privées et publiques et les domiciles. À partir d'évaluations téléphoniques, on va organiser nos passages et l'offre de soins. On œuvre aussi sur les lits identifiés soins palliatifs qui sont à proximité dans les centres hospitaliers proches du domicile. Et le centre hospitalier de recours dispose d'une unité de soins palliatifs qui a permis de former une seule et grande équipe en mutualisant l'équipe mobile de soins palliatifs et l'unité de soins palliatifs qui a été créée plus récemment. L'équipe mobile de soins palliatifs, c'est une équipe de terrain. Son organisation est dictée par le cahier des charges de 2019, qui est publié par l'ARS, et qui nous donne aujourd'hui l'objectif de développer autant à l'hôpital qu'à l'extérieur de l'hôpital. Notre action, c'est de faciliter l'accessibilité, fluidifier le parcours du patient. On va accompagner le patient du début de la prise en charge jusqu'à la fin de la prise en charge, quel que soit le lieu où il est, son domicile, une institution médico-sociale, un centre de rééducation, de nouveau le domicile, puis l'unité de soins palliatifs, puis le domicile, puis parfois la maison de retraite qui accueille pour les derniers instants. Identifier précocement les situations palliatives, donc aider nos collègues spécialistes à cette action tôt dans la maladie, de façon à ce qu'il y ait une connaissance, pas quand c'est le drame, mais bien avant, quand les choses peuvent encore, quand le temps nous donne du temps, en fait. Dans la temporalité, c'est pour ça qu'il faut être là tôt. Former et informer. Former en IFSI, en IFAS, accueillir des stagiaires, des Master 3 de psychologie, des internes de médecine, et puis informer le grand public, ça c'est à l'occasion de nos journées mondiales. Alors le territoire du sud Saintonge, c'est tout ce qui est cerclé en rouge, 120 km sur 100 km, vous voyez, c'est quand même un habitat assez dispersé. J'appellerais semi-rural, parce qu'on a quand même des grosses agglomérations. Ça ressemble un petit peu à la grande région parisienne où j'exerçais médecin généraliste, aux confins de l'Eure, du Val d'Oise et de l'Oise, dans le parc naturel du Vexin. Mais du coup, il y a des kilomètres quand même à faire. Avec une population, vous allez voir, qui est disparate même en présentation. Et puis La Rochelle-Rochefort, alors là, c'est des grosses agglomérations avec moins de territoire, sauf Oléron et Ré qui sont un peu isolés. Surtout Oléron, Ré, ça se développe. Oléron, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'activité des équipes mobiles, bon, ça se fait en chiffres, parce qu'il y en a qui aiment bien les chiffres. Vous voyez bien que cette activité, à l'occasion de toutes les années, elle monte. Moi, j'ai des chiffres depuis 2009. Ça ne fait que monter, ça se développe. Là, en bas, vous avez le conventionnement avec les institutions, qu'on est parti de zéro en 2000, ou quasiment zéro en 2016, parce que c'était les EHPAD hospitalières qui étaient conventionnées avec nous, à la cinquantaine d'EHPAD du territoire de santé. Et puis évidemment, suite à l'impulsion de l'ARS, le nombre de patients suivis en externe qui monte exponentiellement. L'âge moyen des patients, ça c'est intéressant. L'âge moyen des patients, il y a la tranche 65 à 80 et puis du grand âge. Le grand âge quasiment équivalent, 45%, 60, 80 et au-delà 44%. Et ça c'est lié au territoire de la Saintonge où on a du très grand âge du côté de Saint-Jean-d'Angély, des retraités jeunes sur Royan, mais malheureusement qui tombent malades, et Jonzac, une population un peu plus jeune, pré-retraitée, parce qu'il y a encore un bassin en activité. On n'est pas sur du grand âge, c'est Saint-Jean-d'Angély qui tient le drapeau du grand âge. Et puis sur Saintes, une population parfois très jeune, jusqu'à une activité en pédiatrie, mais qui est liée à l'offre de soins. La prise en charge, le stade de la maladie au début de la prise en charge. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivée au tout début, on était sur des phases terminales et que là, on est sur une phase qu'on appelle symptomatique, où il y a encore des traitements qui commencent à s'épuiser, des traitements actifs, des chimiothérapies, des immunothérapies, des thérapies ciblées. Et pour 53% des patients sur le territoire de Sainte-Saint-Jean, on est sur cette phase-là,
il y a finalement plus que 22% de phase terminale. Et sur Royan, où il y a un centre d'oncologie, une fédération d'oncologie qui marche avec Saintes, où la patientèle est relativement plus jeune que Saint-Jean-d'Angély en l'occurrence, on est à 70% de prise en charge à ce stade symptomatique. C'est-à-dire qu'on est au milieu du gué, on n'est pas au tout début de la maladie, mais il y a une expérience de la maladie sans les soins palliatifs et un début d'expérience de la maladie avec l'oncologue et les soins palliatifs. Les soins palliatifs et le spécialiste dansent comme la mort et la vie qui est décrite au début. Et ça marche bien. Ça marche bien parce que là, on assiste à un parcours du patient extrêmement individualisé, avec une réponse qui est très réactive et très adaptée à la situation du moment. Les pathologies prises en charge, alors ça c'est intéressant, parce qu'il y a sur les 1200 patients, 572 patients porteurs d'un cancer, mais Madame la sénatrice l'a dit, il n'y a pas que des cancers. La démarche est parfois et de plus en plus initiée par le patient lui-même, où on voit des gens arriver dans le service qui demandent au secrétariat s'ils ont droit de consulter compte tenu de la maladie qu'ils ont, ou des familles qui appellent. Et on est de plus en plus du coup précoce. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau sur les 5 dernières années. Je ne suis pas sûre que ce soit que l'unité de soins palliatifs et son ouverture qui ait généré ça, parce qu'on reçoit ces demandes, quel que soit le lieu d'habitat du patient. Ça peut être un patient de Jonzac qui va téléphoner au secrétariat pour savoir s'il y a droit. Donc c'est quand même étonnant. Est-ce que j'y ai droit ? Dans ces patients suivis en oncologie, il y a une population extrêmement spécifique qui est le patient victime d'une tumeur cérébrale. On en a suivi 21 en 2022. Il faut savoir que cette tumeur cérébrale, elle est connue comme incurable. L'espérance de vie est réduite, elle est source de handicap, voire de troubles cognitifs. Et elle touche des personnes parfois jeunes, parfois plus âgées. En tout cas, c'est une maladie assez délabrante, puisqu'elle atteint non seulement le physique, mais aussi l'esprit à travers la cognition. Et elle relève d'une organisation palliative spécifique qui est en train de se mettre en place de plus en plus. C'est par ces pathologies-là que les hôpitaux de jour spécialisés en soins palliatifs ont ouvert et qui permettent du coup d'étendre cette nouvelle organisation aux autres pathologies. Donc nous, on les a isolés parce que c'est vraiment des choses, c'est pas un cancer classique. Il y a le grand âge, avec les insuffisances d'organes, le cœur, le rein, le poumon, tout ça se met à s'user et peut rendre difficile la fin de vie, une fin de vie symptomatique, donc avoir besoin de faire appel aux soins palliatifs. On vieillit avec l'hémodialyse, d'autres pathologies se surajoutent et on doit réfléchir avec le patient, avec ses proches, avec les hémodialyseurs, au bénéfice de la poursuite des hémodialyses. Les pathologies, toutes associées ensemble dans le grand âge, c'est un cocktail qui est assez détonnant. Vous avez un problème de cœur qui serait tout seul contrôlable, mais aussi un problème d'un cancer de la prostate associé qui serait tout seul facile à traiter, plus un problème de rein parce que le rein se fatigue, plus un problème de cognition qui vient se surajouter. Et tout ça fait que chaque organe pourrait être soigné et pris en charge de façon très spécialisée, mais que les uns associés aux autres, on va obtenir un déclin et ça peut être source soit d'abandon, soit d'acharnement, parce que soit on est vieux et on fera rien, soit c'est un spécialiste d'organes qui va s'acharner à soigner le cœur en oubliant que tout le reste est quand même très fatigué. Donc très souvent on est appelé sur ce type de pathologie qui s'appelle la polypathologie. On est appelé aussi parfois par des patients qui n'ont pas d'autre pathologie qu'un syndrome démentiel qui, bien accompagné, peut arriver au stade terminal et où le sens du soin peut être questionné, où il est plus difficile de détecter les douleurs, les souffrances de celui qui vit cette maladie, puisqu'on arrive sur des moments de discommunication. Et nous avons isolé
d'autres pathologies qui sont des pathologies neurologiques. Pourquoi ? Parce que pour moi, ce sont des pathologies beaucoup moins connues à l'heure actuelle. Les scléroses latérales amyotrophiques, on en a suivi 10. Et effectivement, quand j'interroge mes collègues de Bordeaux, de Poitiers, on a l'impression d'en suivre un peu plus souvent qu'avant et toujours un peu plus chaque année. Peut-être parce que le parcours est mieux fléché et qu'ils arrivent aux soins palliatifs, peut-être parce que aussi il y en a plus de diagnostiqués. De Corée de Huntington, qui sont des maladies neurologiques qui peuvent donner des troubles psychiatriques assez importants. Et donc, on est obligé de valser avec neurologue, psychiatre et une sclérose en plaques. Ces pathologies moins connues, elles sont dans une avancée scientifique des sciences et des neurosciences. En fait, les neurosciences, il faut leur laisser le temps. Elles avancent à leur rythme. C'est, je crois, le cerveau, l'organe le plus complexe et le moins bien connu. On en découvre, je pense, tous les jours. Alors voilà, je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble que dans cette avancée, si j'ai bien compris, il semblerait que c'est pour ces pathologies-là qu'on réfléchisse à une ouverture de la loi sur un droit à l'aide à mourir. Et j'ai l'avantage d'avoir l'expérience. Quand j'étais étudiante à la PHP, j'étais dans le service de Willy Rosenbaum qui a travaillé, qui a accueilli les patients sidéens. Et j'ai l'impression, cette expérience-là, alors c'est pas la même pathologie, l'avancée des sciences est beaucoup plus lente sur ces cas-là. D'abord, je suis pas sûre qu'il y ait une SLA, probablement qu'il y a des sous-familles, comme pour les scléroses en plaques. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Il y a des traitements ça avance, en tout cas ça avance. En tout cas, quand j'étais interne et externe en médecine interne à Paris, moi j'ai vu l'inaction qu'on peut vivre. Alors moi j'étais qu'externe, donc je savais rien. Donc je ne pouvais que m'asseoir et m'enrichir de ce que le patient pouvait me raconter. Mais j'ai vu les PUPH s'exciter sur les essais au début, débit-thérapie, puis trithérapie, et aussi l'impuissance. Et l'impuissance se traduisait par une liste qui était établie, alors évidemment sans l'externe et sans l'interne, et le matin on arrivait et il y avait des chambres vides. L'anesthésiste était passé par là. Ça a été décrit par Patrick Vespiren dans la revue Études à l'époque. Ça a été un grand cataclysme pour la population, puis ça a été repris par tous les journaux. On euthanasiait dans les hôpitaux. Mais je pense que dans l'inaction, on peut être extrêmement nocif, nous, soignants. On est dans cette habitude d'action, et j'ai vu l'action et l'inaction, où l'inaction pouvait nous emmener. Et je pense qu'on est aujourd'hui face à des choses très mystérieuses, inconnues. Les sciences avancent, manifestement pas assez vite pour notre société, et la seule réponse qu'on aurait serait celle-là. Les lits identifiés, je ne vais pas m'étendre parce qu'on n'est pas très fort, contrairement à La Rochelle, Rochefort. Voilà, les copains, si vous voulez travailler là-dessus. Sur le GHT, on a des lits identifiés, mais ils ne sont pas très, très bien organisés. C'est une organisation qui dépend de la volonté des établissements, des personnels. Il faut trouver des référents médicaux, paramédicaux. Là, aujourd'hui, on en a un, Christophe, qui est là. Et on obtient des ETP soignants supplémentaires. On travaille une forme de mise en place d'une pluridisciplinarité avec des psychologues présents. C'est quand même très précieux parce que c'est à proximité et que c'est l'intermédiaire entre le domicile et l'unité de soins palliatifs qui est réservée aux sujets les plus complexes, qui permet de faire un sas aussi entre l'unité de soins palliatifs et son domicile, pas être remis à domicile en sortant d'un milieu très contenant. Je pense que c'était le mot que vous cherchiez tout à l'heure, le côté contenant. Et les collègues bordelais m'ont proposé de nous aider puisqu'eux, ils ont tellement bien modélisé que les directeurs en ouvrent dans tous les services parce que ça a l'air d'être finalement, quand c'est organisé, très rentable. Donc petit message au directeur aussi. L'unité de soins palliatifs, elle est ouverte depuis novembre 2017. C'est 12 lits avec une autorisation pour 14 lits. C'est un service de médecine classique, même si c'est contenant. J'ai un patient qui m'avait dit, mais il était provocateur, puis comme j'aime bien ça, il m'a dit, on a l'impression d'être dans une clinique en Suisse. J'ai dit, quand même. C'est au rythme du patient.
On fait du soin, du vrai soin. Je vous assure que j'ai pas loupé un examen et que j'ai vraiment un diplôme de docteur, parce qu'on m'a déjà posé la question de savoir s'il me manquait... pourquoi j'étais en soins palliatifs si j'avais loupé un examen et donc ça fait sourire. Et du coup, il me devait me manquer un bout du parcours, c'est pour ça que je me retrouvais là. Donc c'est du vrai soin, je prescris tous les médicaments qui existent, en tout cas ceux que je connais et qui sont utiles à mes patients. Les infirmières sont des vraies infirmières. Elles sont même passées des fois en réanimation, en chirurgie, dans les EHPAD. On a notre personne, oui, mais réa et EHPAD, le grand écart. Les aides-soignantes ont fait l'école d'aide-soignante et elles sont passées aussi dans plusieurs autres services. Et quand l'unité, elles ont entendu parler de l'ouverture de l'unité, on a vu se précipiter des gens. Je veux travailler là. Et l'espoir, c'était de travailler différemment, avec ce qu'on sait faire, mais organisé différemment. Et c'est le retour qu'on a des familles qui disent, mais c'est étonnant parce que finalement, vous avez le même ordinateur qu'en oncologie ou qu'aux urgences de l'infirmière. Il y a une visite comme dans les autres services, mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est différent. Voilà. Alors peut-être le rythme qu'on a dans les chambres, entre les chambres on court. Dans les chambres, tout d'un coup, on se met dans le temps du patient, dans son rythme, peut-être une sensation de disponibilité, et pourtant on n'est pas des équipes beaucoup plus étoffées finalement que dans les autres services. C'est ça, peut-être une disponibilité. Il faut savoir que le 13e et 14 lits sont régulièrement ouverts actuellement pour, j'ai appelé ça l'hospitalité. L'hospitalité du Moyen-Âge, le gîte et le couvert des patients qui, dans le contexte de la crise des urgences, arrivent et risquent de décéder dans un couloir. Je ne considère pas faire du soin palliatif pluridisciplinaire pour quelques heures avec ces patients. Je leur offre un espace avec mon équipe où les soins qui sont commencés aux urgences peuvent être continués, mais beaucoup plus le gîte que tout ce qu'ils auraient pu recevoir si on les avait rencontrés bien avant. J'ai rencontré on prend nouvelle des familles après le décès. Le mari d'une patiente, ça a duré quelques heures dans le service, et il a pu nous dire « Merci pour tout ce que vous n'avez pas fait ». Et en fait, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait enlevé le futile, l'hydratation, sur une phase terminale où il restait effectivement quelques heures. Tout le monde le savait, même lui qui n'était pas formé se rendait bien compte. Plus de communication, un affaiblissement général. On a amené du confort, en tout cas on a poursuivi le confort qui avait été mis en place par nos collègues urgentistes. On a été là, mais pas dans le soin palliatif que je vous ai expliqué, avec psychologue, psychomotricien, diététicienne, assistante sociale, kinésithérapeute. Ce n'est plus ce temps-là. Ce temps-là n'est pas du soin palliatif, c'est un accompagnement de fin de vie. C'est la fin des soins palliatifs. Et mon quotidien n'est pas l'accompagnement des dernières heures. Il y a des critères d'admission qui sont incontournables, la maladie avancée, chronique ou incurable, avec une espérance de vie limitée, donc quelques mois souvent, problème non stabilisé et un patient en accord bien sûr avec la prise en charge proposée et une entrée en unité de soins palliatifs. Alors l'activité, en 2022, on a reçu 359 patients dans l'unité pour 490 demandes. Donc vous voyez, les demandes qui ne sont pas honorées, on arrive trop tard. Soit le patient décède dans un autre service ou à son domicile alors qu'il y a une demande d'intégrer l'unité, soit il a trouvé une autre solution ou on a aidé à trouver une autre solution. Un lit identifié à Jonzac, à Royan, j'appelle les collègues, ils accueillent le patient et ils l'accompagnent avec l'équipe mobile de soins palliatifs. Une durée moyenne de séjour de à peu près 11 jours, 11,62. Un taux d'occupation à 93,97%. Ça montre qu'on travaille relativement bien, on est assez efficient, comme disent les directeurs. C'est-à-dire qu'on est capable de faire notre travail sur un temps relativement court. Il faut savoir qu'en moyenne, au national, c'est 14 jours. Et que ce turnover permet d'accueillir suffisamment de patients. Il y a rarement un lit vide. Donc on est normalement suffisamment bien dimensionné pour répondre à l'offre, à la demande. Peut-être que demain, en suivant encore plus de patients, ça sera plus suffisant. 65% de décès dans le service. Mais où vont donc les autres? Eh bien, ils s'en vont, ils rentrent à la maison, ils vont en institution.
On a des patients qu'on reçoit plusieurs fois. Il y en a un qui nous a dit « Ah, je suis de retour à la maison ». On a une autre patiente qui était venue au printemps dernier qui m'a dit « Il y a bien que là que je peux me reposer ». Donc, ils rentrent pour des répits parce que les symptômes sont un peu plus présents, parce que les aidants naturels, vous savez, le mari, le fils, la fille, la cousine, la nièce, ben, ils ont besoin de partir en vacances, ils ont besoin eux aussi de souffler, ils ont eux aussi parfois des maladies. Dans le grand âge, il faut savoir qu'on a des gens qu'on accompagne, qui ont perdu leurs enfants, eux-mêmes d'un cancer bien avant leur décès. Et tout ça fait que la société n'est pas très bien organisée pour tous ces gens qui sont en dehors de la courbe de Gauss. C'est accessible par entrée directe. À peu près 50% des patients vont arriver directement de l'unité de soins palliatifs à partir de leur domicile ou de la maison de retraite. On a un travail privilégié avec nos collègues urgentistes. Et voilà, les services demandeurs au cours de l'année, alors ils demandent tous, mais c'est très souvent les urgences, l'oncologie et la neurologie. Ça correspond bien au profil des pathologies que je vous ai présentées. Et nous, on a un point d'orgue à favoriser l'accessibilité des plus âgés. Parce qu'effectivement, quand on visite les unités de soins palliatifs, les grandes unités de soins palliatifs, elles sont dédiées aux grands centres de cancérologie, et vous savez, qui prennent en charge donc les cancers des gens jeunes. Et toutes les statistiques montraient cette difficulté d'accéder à l'unité de soins palliatifs dès que vous aviez des troubles du comportement, des troubles cognitifs, ou le grand âge, parce que finalement, ça serait peut-être plus facile de mourir dans le grand âge qu'à 30 ans ou à 15 ans, à 17 ans, parce que nous, le plus jeune, c'était 17 ans. Et en fait, non. Il y a énormément de travail compte tenu de l'organisation de nos sociétés pour les patients les plus âgés. Ils sont souvent les plus isolés et finalement les plus en souffrance, parce que cette génération du grand âge, c'est la première. Ils explorent un nouvel âge et ils doivent trouver une place dans notre société, une existence, une raison de leur existence. C'est les premiers qui vivent le plus longtemps, donc personne d'autre ne peut les aider sur cette expérience-là. Et ça peut être source vraiment d'une grande souffrance. Alors c'est une activité quotidienne, vous voyez, on travaille même le samedi et le dimanche pour nos entrées-sorties. Et l'âge des patients hospitalisés, vous voyez, on est les 40-50naires, on en prend, hein, mais à partir de 60 ans, hop, ça monte. 90 ans, donc les tranches d'âge les plus nombreuses, c'est 70, 80, 90 ans, et on a eu quelques centenaires, qui trouvaient d'ailleurs très injuste d'être malades pour la première fois de leur vie. C'est une USP de territoire. On sert tous les villages et toutes les villes de notre territoire, et même au-delà. Parce que je vois Dolusse-au-Léron, on a Rochefort aussi, qui parfois, les gens sont suivis sur Saintes et veulent continuer leur suivi proche de leur spécialiste. Les autres missions de notre équipe, c'est prévenir, dépister, accompagner le deuil, avec des consultations, des groupes de parole et un groupe destiné aux enfants endeuillés qui avait été nécessaire de monter, soutenir les équipes de soins, former avec la formation initiale et continue, je vous l'ai dit, rechercher, on a participé à des recherches avec l'hôpital franco-britannique, avec Jeanne Garnier actuellement, sur la prise en charge précoce en EHPAD, et informer chaque année, normalement à l'abbaye aux Dames, on a une journée mondiale autour d'un thème. Et l'année prochaine, enfin en octobre, là, octobre-novembre, le thème sera comment soigner sans s'épuiser. Les axes d'amélioration. Les axes d'amélioration, parce qu'on peut toujours s'améliorer, puis que l'avantage en soins palliatifs, c'est qu'on peut innover. J'ai un mot que la cadre adore, l'impertinence. Je pense qu'il y a comme ça qu'on avance. Hein, Vanessa ? C'est mon mot, ça, l'impertinence, faire preuve d'impertinence. Et quand je regarde les avancées, oui, on a des envies, et c'est le contexte actuel. Il y a un contexte extrêmement morose. J'ai des enfants qui ont entre 26 et 17 ans, j'en ai un qui me disait hier, mais tu sais, il faut te rendre compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ils ont été élevés dans quelque chose d'assez négatif quand même, d'assez anxiogène. Ils sont très conscients des crises vécues, sociétales, économiques, environnementales.
Et d'ailleurs, après le Covid, il y a eu une augmentation notable des suicides chez les jeunes, plus 256%, j'avais lu, Monsieur Clairec nous avait envoyé ça. Enfin, les chiffres font trembler. Et pour la première fois, une diminution de l'espérance de vie, il faut le savoir, une augmentation de la mortalité infantile, tout ça, vous l'avez lu dans les journaux, hein, ça passe. Donc c'était ce que j'avais relevé là en retraçant un peu sur Internet. Un système de soins affaibli, on vous le raconte à qui veut l'entendre régulièrement dans tous les journaux télévisés avec pénurie de soignants, les crises de vocation, la crise des urgences, la crise de la psychiatrie, du coup la diminution des actions de prévention probablement, surtout pendant le Covid. Et puis quand j'interroge mes enfants, eux, ils ont une inquiétude, non pas sur comment ils seront accompagnés en fin de vie, parce qu'ils sont encore jeunes, je pense qu'ils mettent à distance, mais une inquiétude sur la difficulté d'accéder aux soins. J'en ai un qui est étudiant à Bordeaux, il a attendu 1 an pour un rendez-vous chez le dermato, 9 mois pour un rendez-vous chez le dentiste, Bordeaux, hein. On n'est pas en race campagne. Quelle distance je vais devoir faire, Mathilde? Combien de kilomètres je vais devoir faire pour accoucher? Et puis, quelle qualité on va m'offrir en soins? Je pense que tout usager doit être dans ce questionnement-là. Et puis les difficultés d'hospitalisation aussi. Alors voilà, c'est le contexte. Il y a eu les débats sur la retraite. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'on a entendu le mot « sens de la vie ». Quel sens à ma vie? Je me suis dit, tiens, il faut attendre le débat sur les retraites pour que les gens se posent la question. Alors que nous, finalement, avec nos patients, c'est tous les jours qu'on se dit « mais c'est quoi le sens de la vie finalement ?» Et du coup, vient être catapulté, ou alors peut-être un écran de fumée, un débat national sur la fin de vie qui vient être collé au débat sur les retraites. Donc, travailler plus longtemps, mourir plus tôt, je trouve pas le projet très très sympa. La fin de vie, il faut savoir que c'est un terme très polysémique. C'est-à-dire quand on interroge les gens, il y a eu un sondage BVA pour le Centre national de la fin de vie et le ministère de la Santé et de la Prévention qui a été fait en octobre 2022, là, qui vient de sortir. Alors c'est rigolo, les 18-24 ans, 41% d'entre eux pensent que la fin de vie, c'est les dernières années. Serions-nous en fin de vie? Pour les ouvriers, 40% pensent que la fin de vie est en année, pour vous donner une idée de la pénibilité, je pense, de leur profession et de l'usure physique. Pour les hommes, 35%. Quand on leur donne l'explication de la définition de la fin de vie, eh bien, 59% se sentent finalement concernés. Au niveau de la connaissance de la loi sur la fin de vie, 41% pensent être bien informés, 40% peu ou non informés. Et on le retrouve au quotidien dans les phrases des familles ou des patients. Quand on leur explique ce qu'on peut leur offrir comme soins, j'ai entendu là récemment, parce que comme je savais que j'allais intervenir, je me suis dit, allez, je les écris, parce que des fois, il faudrait écrire un livre, elles sont magnifiques ces phrases. Je ne savais pas que cela existait. Je ne pensais pas y avoir droit. C'était exactement ce que je cherchais. Alors celle-là, elle est quand même... Parce qu'on sent bien l'usure à aller consulter, à attendre quelque chose qui vient, une offre qui vient et qui ne vient pas, et par méconnaissance. Et finalement, ce que vous m'offrez, c'est exactement ce que je cherchais. Dans le contexte, on est aussi dans la révision du schéma régional 2023-2028 et ils ont pensé aux soins palliatifs. Donc les améliorations, bien sûr, je vais militer pour le dimensionnement des équipes et des investissements en matériel. 100 km sur 120 km, 2 voitures, forcément il y a des jours où ça coince, surtout quand on est plusieurs professionnels. Maintenir le développement de la télémédecine, mais il faut savoir que ça ne solutionne pas tout et que ça a énormément de mal à apprendre. On y a réfléchi et je pense que, en fait, les équipes qui pourraient utiliser la télémédecine, qui sont les équipes d'EHPAD, par exemple, qui sont formées et sensibilisées aux soins palliatifs, ont finalement besoin plus de s'imprégner de notre savoir-être auprès du patient, auprès des proches, que le savoir-faire, traiter une douleur, prendre en charge une constipation, installer un patient au lit, faire des préventions d'escarres. Enrichir la pluridisciplinarité, on va l'ouvrir à des bénévoles qui vont venir faire des massages à nos patients. Il y a énormément de spécialisation, les art thérapeutes, qui peuvent embellir une journée d'un patient.
Et l'idée, c'est de garder un délai d'intervention acceptable en gardant nos organisations de travail, c'est-à-dire intervenir en binôme, en concertation avec les équipes, avec un temps de concertation, et qu'on puisse continuer à avoir un temps de supervision qui vient nous soutenir au quotidien, régulièrement. La dernière innovation, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, l'hôpital de jour en soins palliatifs qui viendra compléter la filière de soins. C'est un des projets de l'ARS pour tous les territoires de santé. Sainte est au travail et elle permettra il faudra permettre aussi une continuité des soins, par contre, avec une astreinte des EMSP, une astreinte téléphonique, une ligne dédiée aux médecins traitants le soir et le week-end. Pour l'instant, c'est l'USP. Les gens appellent directement dans l'USP, mais il n'y a rien d'organisé. Comment innover? Je sais que vous avez visité des maisons de répit. Ça n'existe pas en Charente-Maritime. Il faudrait cette impertinence de réfléchir à ça. Il n'y a pas de cahier des charges, donc c'est vraiment la grande aventure. Il faut tout inventer. Imaginez, organiser une homogénéisation des fonctionnements des lits identifiés sur le groupement hospitalier de territoire. Je pense que ça serait un bénéfice pour les soignants, pour les patients, et ça développerait le parcours de soins. Un nouveau parcours pour mieux accompagner les pathologies spécifiques dont je vous ai parlé. Les tumeurs cérébrales, les maladies neurodégénératives telles la SLA, qui sont encore trop mal connues aujourd'hui, mieux connues demain, mais à nous de nous organiser pour donner une réponse et soutenir les personnes malades. Et nous, on va innover en créant des rencontres post-urgence. Très souvent, nos collègues urgentistes détectent des situations palliatives qu'on ne connaît pas les patients. Et donc, pouvoir nous les signaler, en discuter, présenter l'équipe par l'urgentiste au patient. Il rentre chez lui, mais il sait que quelqu'un l'appellera demain pour bénéficier d'une ouverture vers un autre accompagnement. Soutenir et toujours les équipes. Là, on a innové avec mon collègue qui est caché quelque part. Il est où, Quentin? Voilà. Alors, on a ouvert des groupes de soutien aux internes, puisqu'on avait lu un article qui montrait la détresse des internes dans la fin de vie, où ils se retrouvent un peu seuls, puisque le médecin spécialisé ne rentre plus dans la chambre, il n'a plus rien trop à y faire. Et du coup, face à cet article, on a créé des groupes de soutien basés sur la méthode Balint. Ils apportent des cas cliniques, ils en discutent ensemble, entre internes, quelle que soit leur spécialité, avec une psychologue de notre service et un médecin de notre service. Et à la fin, il y a un petit cours qui leur permet d'enrichir leur savoir. Eh bien, il y a eu tellement de succès que c'est pas un groupe, mais c'est 2 groupes. Qu'on a des PH qui ont voulu s'incruster, mais il va falloir créer un groupe PH. Donc les praticiens hospitaliers, que le professeur Fraîche sur Royan m'a demandé de le développer pour les CPTS, donc pour les médecins libéraux, et de l'ouvrir aux internes du GHT. Alors il va vraiment falloir recruter, parce que ça a l'air d'être une bonne méthode pour apprendre et soutenir. La déclinaison au quotidien de la loi, c'est la personne de confiance, les directives anticipées et la collégialité. La personne de confiance, elle est prévue par la loi, elle est bien connue, 77% des sondés là en octobre 2022. C'est une présence naturelle pour le soignant depuis 2002. Là aussi, j'ai connu ce changement où tout d'un coup, le patient a eu accès à son dossier et a pu rentrer dans le cabinet du spécialiste avec quelqu'un d'autre, et donc il y a une rupture du secret médical. Eh ben, les vieux briscards de la PHP n'étaient pas très contents. Moi, je trouvais pas ça si mal. J'étais jeune, vierge de toute expérience, mais c'est vrai que ça a ronchonné. Comment ça, ils vont lire leur dossier? Comment ça, il y aura quelqu'un qui coûtera aussi? C'était venu perturber. Puis finalement, c'est rentré dans les mœurs. Il y a 22% de patients, de personnes interrogées quand même qui font confusion avec la personne à prévenir. 62% envisagent d'en parler un jour à leurs proches, plus qu'à un professionnel de santé. Donc on sent vraiment que c'est la personne qui vous connaît le mieux et qui pourra le mieux dire. Moi, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'il nous aurait dit s'il pouvait répondre aujourd'hui, vous qui le connaissez si bien? C'est pas s'exprimer pour soi-même, c'est s'exprimer pour l'autre avec la connaissance de l'autre. Les directives anticipées sont peu connues. Alors, avec la loi Leonetti, c'était s'exprimer sur sa philosophie de vie. Avec la loi Claes-Leonetti, on a vu des dérives avec des fois des listes à l'après-vert à cocher qui
paraissent plus stériles parce que ça ne parle pas. En fait, on a besoin de s'inspirer de qui est le patient pour prendre la décision. Les techniques, on peut se lancer sur est-ce que vous voulez un tuyau, 2 tuyaux, 3 tuyaux. Même si on me pose la question, moi je dirais je fais confiance à tel et tel et tel collègue. Donc 60% connaissent le caractère contraignant ou le supposent. C'est-à-dire qu'ils sont quand même imprégnés de ce droit du patient et de cette dualité. C'est un exercice difficile même pour ceux qui sont accompagnés par nos équipes. Ce sont plus souvent des souhaits oralement exprimés tout au long de l'accompagnement, plus que des écrits. Par écrit, il y a la question de l'accessibilité. Si on leur pose la question, ils souhaitent que ce soit au domicile pour 47%, à la mairie ou chez le notaire pour 25%, uniquement 14% chez le médecin et 7% en base numérique. Et on sent bien ce besoin du révisable à tout moment. Il faut l'avoir sous le coude pour pouvoir raturer, modifier ces directives anticipées. Ils ont tendance, quand on les interroge, les Français, à repousser le moment de la rédaction. 1 Français sur 5 anticiperait avant d'y être confronté. Les autres attendront d'être confrontés à la maladie grave pour pouvoir s'exprimer. C'est une recherche de maîtrise, mais elle est anxiogène. On se projette vers les heures les plus sombres. Et c'est pour ça que c'est difficile. J'ai un patient qui était jeune, qui a été réanimé plusieurs fois, qui a exprimé des souhaits où le réanimateur a dit ça serait bien de rédiger vos directives anticipées. Ils nous ont appelés pour l'aider à la rédaction. Et à la fin, il m'a dit je signe mon arrêt de mort. Parce qu'il savait qu'une fois écrit, le médecin devrait s'y conforter. J'ai une vieille dame qu'on suivait en consultation à l'équipe mobile, qui avait 92 ans. Mère de médecin, à qui on a trouvé un cancer du poumon gravissime avec des métastases et qui a fait le choix de mourir à domicile, ne pas être réhospitalisée. Tout ça, vous le disiez, c'était magnifique, ces consultations, elles nous aidaient de façon très complète. On lui a proposé des directives anticipées. Au moment de la signature, elle a fait une poussée de tension. Je lui ai dit, c'est pas grave, vous partez avec, relisez-le, prenez votre temps, montrez-le à votre médecin traitant. Elles sont restées 3 mois sur le buffet sans les signer. Pourtant, le médecin me disait, pourtant, je lui demande de les signer. De toute façon, voilà. Jamais elle n'a pu passer à l'acte de la signature, alors qu'elle savait ce qu'elle voulait. Il y a une forme de violence, quand même, à maîtriser ce moment-là. Directive anticipée, c'est on vous demande de vous positionner. Anticiper, c'est prévoir l'imprévisible, voire l'impensable. Le fait de « je vais mourir ». 22% ne veulent pas discuter de la fin de vie avec un médecin. 32%, si une maladie grave et difficile à soigner, accepteront d'en parler. 25% accepteront d'en parler à un stade avancé. Vous voyez, il faut être loin dans la maladie pour avoir peut-être l'expérience de la maladie avant de pouvoir s'exprimer. Finalement, globalement, la philosophie des personnes interrogées, c'est ne pas souffrir, être entouré, finir ses jours au domicile. Et là, finir ses jours, est-ce que c'est mourir au domicile ? Compte tenu de l'organisation de notre société, de la souffrance potentielle des proches, avec, il faut l'avouer, une société qui n'est plus habituée à accompagner à domicile et qui n'est plus habituée à être si proche de la mort. Les modes de vie où tout le monde est en activité, l'isolement, la dépendance. Nous, les personnes âgées, les enfants, ils sont aux 4 coins de la planète, rarement sur place. Il est parfois, on voit des patients qui souhaitent finir leur jour à domicile, demander à revenir vers l'hôpital. Et puis je pense aussi à tous ceux qui souhaitent rester à l'hôpital jusqu'au bout dans un refus de la maison de retraite qui serait l'étape de trop. Cela, c'est difficile pour eux. Le système ne prévoit pas d'accompagnement, de lieu d'accompagnement spécifique. D'où la maison de répit qui serait très utile. 45% ne connaissent pas le terme de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Mais quand on leur explique, du coup, ils l'associent majoritairement à un décès naturel plutôt qu'à une accélération de la fin de vie. Les conditions d'application restent floues puisque 62% des personnes interrogées pensent que le médecin peut prendre la décision seul. Alors que non, c'est le malade qui la demande, jamais le médecin qui décide. La sédation réalisée auprès du patient, d'après le registre qu'on tient dans le service, alors c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès hors symptômes réfractaires, celle décrite par la loi Claes-Leonetti.
quand elle est... pour nos patients, elle est connue, on leur en parle, elle est envisagée, elle peut être souhaitée, mais elle est révisable à tout moment, puisqu'au bout du compte, vous voyez qu'en moyenne, on sédate de façon profonde et continue une dizaine de patients en moyenne, avec un creux au moment du Covid, où l'instinct de survie a fait qu'on n'avait quasiment plus de demandes de sédation profonde et continue, et où les patients hésitaient à venir consulter à l'hôpital de peur de mourir du virus. Donc, vous voyez, c'est un instinct de survie qui est là quand même en chacun de nous, même quand on est gravement malade. Et la collégialité qui s'applique à de nombreux moments de la prise en charge, au moment de la mise en place de la sédation profonde et continue, au moment des limitations de traitement, au moment où on juge inadaptées les directives anticipées, et qui est une décision motivée dans le respect de la volonté du patient et qui oblige à une information de la décision de la personne de confiance, de la famille et des proches, au-delà du patient, avec une traçabilité dans le dossier. Alors aujourd'hui, on a une organisation toujours en développement et innovante. Une loi qui permet une relation duelle, la construction d'un plan de soins en collaboration. La dualité, c'est on travaille d'égal à égal. On a sorti progressivement depuis 1999 le patient de cette asymétrie relationnelle avec un médecin qui décide et un patient qui applique la prescription. Autorise aussi le soignant à utiliser d'autres paradigmes que le maternage ou les repères scientifiques, en assurant le maintien des souhaits de la personne malade, quand bien même elle ne pourrait plus communiquer. Et demain, je vous laisse la parole. Je vais peut-être me lever pour qu'on me voie. Je m'appelle Alain Sanchez, je suis représentant des usagers à l'hôpital de Saintes et de Saint-Jean-d'Angély. Je vais essayer de faire assez court. La vie est courte, vous l'avez dit, mais quelquefois la mort est longue. Et comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Delphine Orviller qui disait ça, que 5 minutes avant de mourir, elle était encore vivante. Alors, c'est pas elle qui disait ça, mais ça voulait dire un petit peu ça. C'est une lapalissade. Hein. C'est une lapalissade, je l'ai bien compris. Sauf que Delphine Orviller, elle parle de sa position un petit peu religieuse, parce que je connais un peu Delphine Orviller. Enfin bon, ça c'est un aparté, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave. Elle a fait des études de médecine, il faut le préciser. Et c'est à l'occasion de la dissection qu'elle s'est posé cette question en salle d'anatomie. Et elle s'est dit, mince, 5 minutes avant d'être morte. Elle était finalement vivante. Mais c'est tout à fait vrai en plus. Alors, mais le problème, c'est combien dure le temps qui sont avant les 5 dernières minutes. Et c'est là où le problème de la fin de vie, qui peut être très très longue. Attendez, je mets mes lunettes parce que j'ai pris de notes. Allez-y. Et comme moi aussi je vieillis, je vois plus clair. Alors, le rôle des représentants d'usagers que je représente, c'est de faire respecter ses droits, mais surtout de faire respecter les possibilités qui lui sont offertes. Encore faut-il qu'il les connaisse, qu'il ait un avis, parce qu'on lui demande toujours son avis, qu'il ait un avis qui soit libre, mais surtout éclairé. Donc il faut qu'à l'arrivée quand même qu'il y ait un certain respect du choix du patient. Et là, comme vous l'avez très bien dit à la fin, faut-il encore qu'il soit en capacité de l'exprimer. Et c'est là où on se retrouve avec des problèmes, comme on l'a vécu il y a quelques années avec, si ma mémoire est bonne, c'était un jeune Lambert, je crois qu'il s'appelait, qui a eu une fin de vie absolument démentielle sur ce qui a duré plusieurs années, parce qu'il y a une bataille juridique, je ne vais pas y revenir là-dessus, c'est pas mon propos. Et puis, vous avez parlé aussi de douleur, d'apaiser les douleurs. Vous avez parlé de souffrance. Et moi, j'essaie de faire une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est vraiment quelque chose de très physique. Les douleurs, tout le monde en a. Ce qu'on souhaite, et ce que le patient souhaite quand il est en fin de vie, c'est de ne plus avoir de douleur. Ce qui se passe en soins palliatifs, c'est qu'on soigne effectivement les douleurs. Aujourd'hui, on a les moyens de soigner avec tous les médicaments qui existent, qui n'existaient pas il y a peut-être 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on a les moyens d'apaiser toutes ces douleurs physiques. Mais quid de la souffrance morale ? Et ça, c'est quelque chose qui, en France, mais pas qu'en France, n'est pas
pas, à mon avis, pas suffisamment pris en compte. Et quand on voit les problèmes de l'hôpital aujourd'hui, on s'est dit que ça ne va pas s'arranger. Voilà. Et puis, alors oui, il y avait juste encore une chose dont je voulais parler, c'était, alors là, vous parlez de soins, on a beaucoup parlé de soins palliatifs, de soins ambulatoires, Corinne en a parlé tout à l'heure, de soins ambulatoires et d'hospitalisation à domicile. Et je pense que là, il manque peut-être une synergie entre les trois, et que peut-être il faudrait développer un petit peu plus l'hospitalisation à domicile avec des soins palliatifs, pour qu'au maximum, et dans la possibilité où les gens le souhaitent, restent chez eux pour être soignés en soins palliatifs, parce que l'hôpital, pour certains, effectivement, ça peut être une fin de vie agréable, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc il faut laisser le choix à chaque patient de s'exprimer. Voilà. Je vais répondre, il y a trois problématiques. La temporalité. En soins palliatifs, ce qu'on vit, enfin en fin de vie, même quand les gens ne sont pas en soins palliatifs, c'est la distorsion du temps. Un temps qui se distord, qui peut paraître très très long et très très court à la fois. Vous allez perdre quelqu'un, vous êtes à ses côtés, vous l'aimez très fort, il reste 1 heure. C'est quoi 1 heure dans une vie de couple quand les gens ont 95 ans? Quand ils viennent de fêter leur 40e anniversaire de mariage dans le service? 52 années ensemble et il reste 1 heure. Cette heure, elle peut paraître très longue et très courte à la fois. Très longue parce que vous-même vous souffrez et que la souffrance de la séparation à venir est intolérable. Très courte parce que ce n'est qu'1 heure. L'organisation à domicile, l'HAD, fait du soin palliatif. Le docteur Chassignol a œuvré pour la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs bien avant moi. Ça permet d'être maintenu à domicile. Et encore une fois, je l'ai évoqué, ce n'est pas que la volonté du patient. On ne peut pas accepter tous les dommages collatéraux. Quand vous mourrez à la maison, vous laissez une trace dans le domicile. C'était accepté dans les années 50. Plus la société s'est modernisée, moins ça a été accepté. J'ai même des patients qui disent non, je reviendrai à la maison, je reviendrai de la maison vers l'hôpital dans les derniers instants parce que je vais laisser une image que je n'ai pas envie de laisser chez moi. J'ai pas envie que ma femme se souvienne de moi dans le lit médicalisé. Donc cette trace qu'on laisse quand on vient à ne plus être là. Et la souffrance des proches doit être prise en compte. On ne peut pas mettre des œillères et se concentrer que sur la volonté du patient. On accompagne dans la globalité. Et la globalité, c'est notre travail, c'est une forme de négociation entre les souhaits du patient et les limites de l'entourage à accompagner, les limites des soignants du domicile. Mettre quelqu'un à domicile avec une infirmière qui ne peut passer qu'une seule fois par jour, parce qu'elle a une tournée d'enfer à la campagne, c'est mettre le patient en danger ou dans l'inconfort. Comment il fait entre deux passages? Qui va aller faire l'injection? Qui va venir changer la protection? Qui va faire les protections, les massages pour protéger des escarres? Donc en fait, il faut tout mettre dans la balance. Bien sûr que le souhait du patient y prime, mais que les dommages collatéraux, il faut qu'il y en ait le moins possible. Et donc, il y a une forme de négociation. Voilà. La maladie, c'est une grande bataille. À la fin, il y a quelque chose d'héroïque quand on parle des gens malades, il s'est battu jusqu'au bout, etc. Et on a toutes ces terminologies. Moi, je vois les soins palliatifs comme la plus grande victoire de Napoléon, la Bérésina, une retraite très bien organisée. Et du coup, ce n'est pas une défaite, c'est une réussite de Napoléon. Après, il était qui il était, mais... Imaginez-vous ça, une retraite organisée avec le moins de dégâts collatéraux. Et donc, des fois, le souhait du patient vient être complètement braqué par les impossibilités des proches à accepter d'être proches, si proches que ça, du mourant ou de la mort. Ça vient réveiller leurs propres angoisses. Voilà. Alors on accompagne, on fait de la pédagogie, mais c'est parfois pas facile. Et puis il y a aussi la vraie vie. Tous ces patients sans médecin traitant, je fais comment pour les renvoyer à la maison? Qui va faire les ordonnances? Qui va faire les renouvellements? Qui assure le problème la nuit? Est-ce qu'on fait le 15 et on le remet aux urgences? Donc en fait, on choisit la moins mauvaise des solutions et pas forcément la bonne solution. On n'est pas dans une réussite à chaque fois. Voilà.
on tend vers un idéal toujours. Oui, bonjour. Alors moi, je suis aussi représentante des usagers et j'ai aussi été, au cours de ma vie professionnelle, auxiliaire de vie et j'ai travaillé à domicile et il m'est arrivé d'accompagner des personnes jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut aussi trouver très paisible, très harmonieux. Alors bien sûr, vous avez donné les limites. Ça n'est pas possible pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui voudraient rester chez elles jusqu'au bout. Et se pose un problème qui est crucial et qui se retrouve dans beaucoup de... Moi, je représente l'UDAF et l'UDAF gère des services d'aide à domicile et les CCAS et d'autres associations. Et j'ai travaillé aussi en chèque emploi-service. Mais comment faire pour rendre attractive la profession d'auxiliaire de vie, parce que vous parlez de l'environnement. Nous, on était quand même plusieurs heures par jour, et c'est ma collègue de nuit qui m'a prévenu le matin qu'il n'y avait pas besoin de revenir parce que le monsieur était décédé. Mais c'est aussi une offre qui peut être très intéressante. Et le métier d'auxiliaire de vie, j'ai souvent tendance à dire que c'est finalement le plus beau métier du monde, après sage-femme qui met les enfants au monde et enseignant qui élève les enfants, parce qu'on rend à une personne sa dignité, son confort, son bien-être, et on l'aide à suppléer à ses tâches physiques qu'on ne peut plus faire. Et vous parliez de massage, vous parliez de beaucoup de choses, et c'est vrai que ça serait aussi une solution face au manque de place en établissement, etc. Mais il faut valoriser cette profession qui est une profession magnifique. Alors, c'est une belle profession parce que je crois que toutes les professions qui sont au plus proche de l'humain sont les plus belles. Vous avez parlé tous les deux de souffrance finalement, parce que la douleur physique, même s'il existe des douleurs physiques réfractaires qui sont très compliquées à soigner, finalement, la difficulté, c'est la souffrance. Il y a 4 souffrances en soins palliatifs. La souffrance physique, psychologique, sociale, l'isolement, la difficulté financière et existentielle. La souffrance existentielle, aucun médicament n'existe au monde pour la soulager. La souffrance existentielle est probablement elle-même nourrie par la société. Nous la créons nous-mêmes. C'est ce que je vous disais. Dans le grand âge, quelle existence j'ai alors que je n'ai pas l'expérience de mes aïeux ? Ils sont morts jeunes. Moi, qu'est-ce que je fais là encore à 100 ans ? Quel est mon rôle ? Parce que être arrière-grand-parent, c'est pas être grand-parent. Vous voyez, il y a quelle place j'ai dans la société quand je suis malade, handicapé, non productif, plutôt une charge pour la société. J'ai quand même un patient de 40 ans qui m'a dit « je coûte cher à la société ». Il allait chercher ses médicaments à la pharmacie. Le pharmacien lui a dit « vous vous rendez compte, ça coûte tant, votre facture, la remboursée par la Sécu ». Et il m'avait dit « vous savez, je sais pas, ça marche pas si bien que ça, les chimios, et je pense que je vais arrêter ». Pourquoi ? Vous êtes jeune, votre fils a 2 ans, si on vous donne 6 mois, ça fera 2 ans et 6 mois, voilà, ça sera presque l'école. Je coûte cher à la société. Ça, Patrick Vespiren l'avait déjà décrit à l'époque, dans les années 70-80, où c'était les personnes les plus âgées, les retraités, qui disaient « je coûte cher à la société ». Ce poids de la société sur notre construction, sur notre image, est très lourd à porter et est à l'origine de grandes souffrances. Et l'auxiliaire de vie, elle va venir combler cette souffrance, cette solitude et cette souffrance existentielle. Non seulement elle vous donne un rôle, à vous, auxiliaire de vie, en tant que personne à la maison, chacun a un rôle et tout le monde s'y retrouve. La souffrance existentielle, elle est apaisée par la prise en charge pluridisciplinaire quand elle est vraiment exacerbée en soins palliatifs, et on y arrive. Alors, on a une patiente, là, les bénévoles sont là, ils pourraient vous raconter, qui est très dure, très isolée, une ancienne institutrice, qui est persuadée que sa vie n'a plus de sens puisqu'ils ont arrêté les chimiothérapies, comme elle dit, et quand les bénévoles sont là, elle a le sourire, ils parlent peinture, impressionniste, elle va repartir à la maison et reviendra en consultation avec ce projet de les revoir parce que finalement elle a trouvé une place dans la société grâce à cette présence de nos bénévoles. Donc la souffrance existentielle, pas de médicaments, un changement de la société, une acceptation de la société, du handicap, de la maladie, de la différence, et peut-être que ça ira un tout petit peu mieux.
Bonjour, Vanessa Provost, cadre aux soins palliatifs. Je voudrais juste rebondir sur la première intervention de notre représentante des usagers qui m'a marqué entre douleur et souffrance. Je veux bien préciser que les soins palliatifs, c'est pour la souffrance que nous sommes là. Et une petite boutade qu'on se fait des fois entre nous quand les urgentistes nous disent on sauve des vies, nos psychologues répondent on sauve des âmes. C'est une petite blague entre nous, mais c'est un peu ça, c'est pour décrire que la prise en charge, elle est pour la souffrance globale, il n'y a pas que des médicaments. Et on reste tout à fait ouvert aussi à votre visite dans notre service. Et c'est Marine Vanier, psychologue sur l'unité et sur l'équipe mobile. Je voulais juste peut-être questionner cette souffrance. Et je me demande si c'est forcément nécessaire de la faire taire, cette souffrance, et qu'effectivement on est là pour l'accompagner, pour l'écouter, pour l'entendre. Mais est-ce que c'est pas bien aussi que parfois elle puisse se dire? Et est-ce que c'est forcément nécessaire de la faire taire? Voilà, c'est un questionnement comme ça pour ajouter à la réflexion. Alors, je suis sûre qu'il y a des questions, il faut oser. On va laisser la parole au professeur Gilles si vous n'avez pas de questions. Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment intéressant. Nous sommes partis pour parler d'une loi sur l'ouverture d'un droit à l'aide active à mourir et nous avons parlé de vie. Je pense que ceci est un enseignement et un enseignement extrêmement important. En effet, nous allons en fait assister à un changement anthropologique possible dans notre pays. Anthropologique, ça veut dire un changement du discours sur l'homme. Quelle était jusqu'à présent la spécificité de la position française? La France a suivi un chemin très particulier. Le chemin qu'elle a fait s'est tenu en deux grands thèmes. Le premier thème, c'est le thème de l'autonomie. Le fait de pouvoir décider, c'est dit et c'est répété. Et ce thème de l'autonomie, il y a eu une logique en philosophie politique, même si les majorités sont instables et si les parlementaires changent. Il y a quand même une philosophie politique qui habite et que nous avons le devoir d'étudier sur un plan de l'éthique politique, en somme. En effet, 3 grandes lois ont scandé notre histoire. 2002, loi sur les droits des malades. Il faut comprendre ce que c'est que cette loi et ce qu'elle a introduit. Elle introduit finalement une résurgence du siècle des Lumières qui datait du XVIIIe siècle et qui avait proclamé les droits de l'homme et du citoyen. Il a fallu peu à peu comprendre, réaliser que les malades étaient aussi des citoyens, mais en situation de vulnérabilité. Notre société a porté son regard sur les sociétés vulnérables. Le sens de la loi de 2002, philosophiquement, est là. Les malades sont aussi des citoyens. Et quand nous regardons les 2 autres lois de 2005 et de 2016, elles sont dans la même logique, puisque la loi de 2005, qu'on appelle la loi Leonetti, a ouvert des droits pour les malades en fin de vie, et là, la République a été au maximum de la vulnérabilité, complétée par la loi Leonetti-Claes, qui a, elle, ouvert de nouveaux droits pour les malades en fin de vie. Donc je pense qu'il faut que nous sentions bien cette première logique, qui est la logique autonomique, le pouvoir de décider. Il y a un deuxième thème qui est extrêmement important et qui a surgi ici de manière insulaire, répétée, c'est le thème de douleur et souffrance. Voilà. Alors là, je pense qu'il faut avoir les idées claires et il faut se méfier effectivement des chemins de traverse. Là, je vais prendre, si vous voulez,
en plus de ce que j'ai pu faire un peu en éthique. Je suis avant tout un neurologue, un neuropsychiatre. Et donc, je dois vous dire que votre distinction, cher monsieur, de douleur et souffrance, je vous supplie de l'abandonner. Voilà. Mais non, mais vous pouvez la garder, bien sûr. Moi, je vous supplie, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes droit, je proclame l'autonomie. Mais vous pouvez rester dans l'erreur. C'est pas grave. Mais je dois dire ce que c'est. La douleur physique, qu'est-ce que c'est? Ça pique, ça gratte, ça tord, ça brûle, ça éclate, etc. Et quand on écoute le malade, qu'est-ce qu'on entend? Ça me déprime le moral, ça me dégoûte, j'ai plus envie de me lever, j'ai plus envie de vivre. On passe obligatoirement de la douleur à la souffrance. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Lisez La Doulou de Théophile Gautier et vous comprendrez ce que c'est que la souffrance. La souffrance, c'est quand mon esprit est indisponible à toute autre chose que le souffrir, que la douleur. Quand la douleur occupe l'ensemble de mon champ de conscience, que je ne suis plus disponible au monde, c'est là que je souffre. La douleur est une expérience saisie sur le plan scientifique, et nous avons des échelles pour l'évaluer, et la porte d'entrée de la souffrance peut être physique, ou peut-être sociale, ou familiale, mais c'est la même souffrance. Cicéron parlait déjà de la dolor animi, la douleur de l'âme. Attention aux distinctions. On rentre dans la souffrance par la douleur physique, mais on y entre aussi, et c'est le rôle des soins palliatifs, on y entre par le sentiment d'exclusion, de solitude, de rejet social. Quand nous parlons de société inclusive, ça n'est pas un ornement comportemental, c'est une nécessité biologique fondamentale. En neurosciences, nous avons de très beaux travaux de recherche qui montrent que vous faites un jeu sur ordinateur avec une IRM cérébrale, à vous passer le ballon, et vous êtes le 4e joueur. Et le ballon, on ne vous dit pas, ne vous arrive pas. Et en IRM fonctionnel, on voit s'allumer les mêmes zones que la douleur physique. Il n'y a pas scientifiquement de différence. Et à juste titre, les anglo-saxons parlent de social pain. C'est pour cette raison que nos collègues de soins palliatifs peuvent inonder de morphine quelqu'un s'il est seul dans son lit, s'il n'est pas écouté, si on ne laisse pas la douleur se dire, bien entendu, eh bien effectivement le malade continuera d'avoir mal, continuera de souffrir. Ce point est fondamental. Quand nous parlons d'une société inclusive, nous parlons d'une société qui, comme le dit Edgar Morin, est faite d'êtres humains qui ont besoin de reliance. Et il dit le mot reliance, c'est-à-dire l'acte d'être relié aux autres. Aristote l'avait dit, l'homme est un être sociable par nature. Et l'homme doit vivre en société. Et donc, effectivement, quand nous parlons de souffrance, nous parlons d'un ensemble composite, multiple, avec des entrées qui peuvent être la douleur physique, l'isolement. Combien de souffrances sont soignées après une visite? On va beaucoup mieux, j'ai revu ma petite fille, etc. Et la dose de morphine n'a pourtant pas changé. Donc, je crois que c'est un élément important, et quand je parlais de l'anthropologie française, à part l'autonomie, c'est bien la souffrance que la France a désignée par la loi comme la cible de toute l'attention. Elle l'a fait par la loi Leonetti. Qu'a fait la loi Leonetti en dehors de ce que Mme Imbert a dit à très juste titre? Sur le plan éthique, la loi Leonetti a dit il n'y a nulle limite au traitement de la souffrance. Il n'y a nulle limite au traitement de la souffrance, c'est-à-dire que même si les traitements que je donne ont pour but de précipiter la fin de vie, eh bien, je dois les faire parce que la souffrance est insupportable. La souffrance est la source d'aliénation de l'homme. La France a compris bien avant, et bien avant ce qu'on a appelé le modèle belge, bien entendu, où au lieu de viser la souffrance, on supprime la vie. C'est deux optiques tout à fait différentes. La France a décidé, jusqu'en 2016, de dire c'est la souffrance qui doit être combattue. Et en 2005, M. Leonetti et les sénateurs et les députés ont simplement retrouvé une règle morale du XIIe siècle, préconisée par Thomas d'Aquin, qui s'appelle le double effet. Je traite la souffrance
Mais si je diminue la vie, je n'ai pas cherché cela. C'est une cause secondaire. Et saint Thomas d'Aquin parlait à ce propos-là de la légitime défense. Ça veut dire que si on m'attaque, je me défends, mais ça doit être proportionné, bien sûr. Si je me défends, je ne suis pas obligé de viser la tête de quelqu'un si j'ai un pistolet. Voilà. Voilà cette loi du double effet. Et puis, la loi Leonetti-Claes a franchi un pas de plus. C'est qu'elle s'est intéressée aux souffrances réfractaires. Aux souffrances réfractaires dans les conditions qui ont été précisées. Et c'est pour soulager ces souffrances qu'on fait appel, non pas à la mort, mais au sommeil. Mais souvenons-nous, le sommeil est la métaphore poétique de la mort. Combien d'auteurs, combien de poètes, combien d'écrivains ont utilisé ce mot de sommeil pour désigner cette manière douce d'entrer dans la mort. Il s'est endormi, il est parti, elle est partie, elle nous a quittés. Je crois donc que ces deux spécificités françaises doivent être méditées, car l'ouverture, même entrebâillée vers une aide active à mourir, sera un changement anthropologique. Bien sûr que les parlementaires feront ce qu'ils souhaiteront et ils ont la légitimité pour le faire, puisqu'une fois élus, ils font bien ce qu'ils veulent, bien entendu, c'est normal. Mais ils ont la légitimité. Mais ce sera un vrai changement anthropologique qu'il faut peut-être assumer, c'est à réfléchir. Et à ceci, il faut juste introduire une ultime réflexion. En effet, ce changement anthropologique, il faudra bien que ceux qui écrivent la loi méditent, ou bien nous restons dans le cadre d'un pronostic vital, compromis, rapidement, on peut appeler moyen terme, on ne sait pas trop ce que c'est, allez, quelques semaines, quelques mois, enfin je ne sais pas ce qu'on veut, quoi. Bon, vital, compromis, maladie incurable, mais déjà des voix s'élèvent pour dire, et même à la Convention citoyenne, puisque, hélas, les résultats des votes ont paru, certains ont dit, oui, maladie incurable, mais pas obligatoirement mortelle. Maladie incurable, mais pas obligatoirement mortelle. Voyez-vous, déjà, le comité d'éthique a donné un avis, et on va un peu plus loin. Et après, les enfants, et après, les vieux, et après, les Alzheimer. Ce changement anthropologique doit simplement être médité. Et si, effectivement, il arrivait qu'on s'écarte de l'avis du comité national d'éthique et qu'on dise incurable, point barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, des personnes atteintes de dépression seront euthanasiées ou auront droit aux usages assistés et qu'on aura dans le pays deux politiques, une politique de prévention du suicide, on nous dit combien nos jeunes souffrent et on aura des jeunes peut-être aidés à mourir par des sexagénaires convaincus qu'ils font du bien. C'est 102 personnes en Belgique l'an dernier, des dépressifs. Je parle de l'une d'elles qui a été victime qui a été assistée à un attentat terroriste à l'aéroport de Bruxelles il y a quelques années, qui se déclarait atteinte de souffrances intolérables. En fait, elle était dépressive, ce n'était pas du tout des souffrances existentielles. Elle avait ce que nous appelons en neuropsy un syndrome de stress post-traumatique. Or, cette jeune femme de 23 ans n'a pas été traitée pour un syndrome de stress post-traumatique. Il suffit que 2 psychiatres aient fait le certificat. Une autre victime de l'attentat lui a fait un petit mot et lui a dit « Mais moi, je suis suivie par une psy qui est spécialisée dans le stress post-traumatique. » Elle a fait passer et puis la réponse a été non, elle ne veut pas et elle a été euthanasiée. Voilà le problème de l'incurabilité. Nous espérons que les psychiatres vont se réveiller, nos amis psychiatres. La Société américaine de psychiatrie l'a faite courageusement, ainsi que la Société néo-zélandaise, ainsi que la Société australienne. Méfions-nous de ne pas considérer qu'une dépression est incurable avant peut-être d'avoir eu recours à des centres experts. Ce n'est pas un avis de 2 psychiatres qui comptent, c'est un collège d'experts qu'il faut. Et si j'ai à faire une supplication au Parlement, c'est surtout de ne pas faire une addition de certificats successifs. En Belgique, c'est toujours comme ça. Monsieur psychiatre A, on va aller voir le B. Ah, il ne le fait pas, on va voir le C. Et dès qu'on a le 2,
à l'euthanasie. Si par malheur la France faisait ça, elle quitterait une anthropologie dont nous pouvons être fiers pour une autre anthropologie qui risque d'être désastreuse. Donc, je crois qu'actuellement, et bien entendu, chacun est libre de toutes ses pensées, mais le CCNE a écrit, lisons, méditons ce qu'a dit le CCNE, mais surtout, sachons que même avec la proposition acceptée par le CSE, pas par tous, mais par la plus grande partie du CNE, c'est un changement anthropologique, mais comment faire en sorte pour que cette porte qui s'en trouve ne soit pas violemment ouverte? Méfions-nous, Alfred de Musset le disait, une porte doit être ouverte ou fermée. Et je ne connais pas beaucoup de portes entrouvertes. Donc, bon courage pour avoir tous les ans une nouvelle loi qui va essayer à chaque fois d'aller plus loin. Parce que, enfin, et je voudrais terminer là, j'ai été surpris de la publication des votes de la Convention citoyenne. Bon, c'était publié, c'est très bien. Il y a encore un mois de délibération, ils ont déjà voté. C'est parfait. Mais oui, voilà, c'est une manière hyperbolique de ne pas dire ce qu'on pense. Mais enfin, comme je ne trompe personne, vous voulez, ça n'est pas très dangereux. Mais, vous savez, il n'y a pas de mal dont il naisse un bien, dit le poème. D'abord, le poète. En regardant ces votes, je me suis dit, mais quand même, c'est pas le raz-de-marée qu'on nous avait annoncé. Enfin, on nous avait annoncé que 95% des Français, 372, enfin, comme Pi 314, je ne sais pas combien, étaient favorables à l'euthanasie. Voilà ce que disaient les sondages. Eh bien non, on voit que la position citoyenne, il y a une certaine majorité, voilà. Mais ce n'est pas le raz-de-marée qu'on nous avait annoncé. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous venons de parler de soins, d'auxiliaires de vie, de cette vie au quotidien, de ces soins qu'on fait les mains dans le cambouis, au plus près des malades. Mais quand des demandes sociétales surgissent, il faut les analyser. Et il y a deux grands courants dans les demandes qui sont faites sur un plan sociologique et sociétal. Le premier courant, c'est la peur du mal mourir. C'est clair, c'est compassionnel, c'est la peur du mal mourir. Mais il y a un autre courant qui est le courant libertarien. Et le courant libertarien, le premier courant, je l'appelle le courant chaud, le deuxième, je l'appelle le courant froid. C'est une philosophie qui est respectable, hein, mais qui dit que tout être humain a un droit absolu sur son corps, pourvu qu'il ne fasse de mal à personne d'autre. Et donc, c'est ce courant libertarien, et quand vous lisez les déclarations qui ont été faites à l'occasion des débats, relisez, vous avez parfois des argumentations, je suis libre de faire de mon corps ce que je veux. Certes, le suicide en France n'est pas dépénalisé. Mais enfin, va-t-on mobiliser les soignants sur des arguments idéologiques, ou va-t-on demander aux soignants ce pourquoi ils sont faits, ce qui est si difficile à faire, et ce pourtant qu'on voudrait toujours faire à en mourir, c'est soigner. Merci de votre attention. Merci d'être venu. S'il y a des dernières questions. Ah oui. Donc la douleur est l'arbre qui cache la forêt en soins palliatifs. Oui, bonjour, Olivier Lecroix, médecin généraliste, aussi travaillant dans un établissement médico-social. J'ai 35 ans d'exercice de la médecine générale. Je vous remercie de votre intervention sur la souffrance. Vous l'avez dit beaucoup mieux que je l'aurais dit. Sur on ne peut pas dissocier les différents types de souffrance. Quand on a vu des gens qui avaient mal au dos, qui ont eu plein de bilans tout à fait normaux, en fait, ils en avaient plein le dos. Et c'était une souffrance effectivement globale. Ma question, c'est effectivement ce courant libertarien. Moi, je suis frappé de voir... J'ai des échanges par mail avec des confrères, hein, par le biais d'un syndicat.
Et cette idée que, effectivement, j'ai le droit de tout faire, de faire ce que je veux de mon corps, donc je suis libre. Or, dans la vie, nos choix sont toujours dépendants. Je suis libre, moi je dirais, heureusement que j'ai ma femme, heureusement que j'ai des amis pour faire des choix. Et effectivement, choisir la façon de mourir, moi je suis assez effaré de voir que on peut, en fait, on sera pas libre, on sera pas plus libre que celui d'acheter une bagnole. On sait très bien que beaucoup de gens achètent une bagnole parce que le voisin il a celle-ci, donc il m'en faut une qui soit bien meilleure. Donc je suis dépendant de toutes les injonctions que me donne la société autour de moi. Donc il y a des choses à... Non, vous ramenez à la nécessaire humilité, évidemment. Que se passera-t-il au moment, vous l'avez dit, nous y arriverons tous, nous n'avons pas... ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr, c'est que, si vous voulez, j'ai une vision assez exigeante de l'éthique, c'est-à-dire que l'éthique, elle doit se structurer, quoi. Elle doit être pensée. Ça ne peut pas être du j'aime, j'aime pas, il faut faire du bien. On peut faire des chartes éthiques, moi j'aime bien les chartes, tout le monde est d'accord. Hein. On fait du Stradivarius, il faut aimer les autres, il faut y aller. Là, c'est très très bien. Faisons des chartes et tout. Quand on est d'accord, c'est très suspect, très suspect. Souvent d'ailleurs, je donne à mes étudiants cet exemple. Faites un radio-trottoir et vous dites est-ce que vous êtes d'accord pour respecter la dignité de la personne humaine? Alors vous faites un radio-trottoir. Ah ben oui, ah ben oui. Ah ben oui, oh là 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 là. Ah ben évidemment. Et puis qu'est-ce qu'on fait en éthique alors? Ça sert à rien. Sauf que, qu'est-ce que c'est que le respect? Est-ce que c'est baiser les babouches? Enfin je sais pas, il faut réfléchir. Hein. Qu'est-ce que c'est que la dignité? Alors là, moins on comprend, mieux on s'entend, et on y va de la dignité. Hein. Oh là, bon, qu'est-ce que c'est de la dignité? Qu'est-ce que c'est que la personne? Puis ravi, il y a des personnes qui ne seraient pas humaines. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on s'entend d'autant mieux qu'on ne se comprend pas. Voilà. Et que là, évidemment, on baigne, et en éthique, c'est insupportable, parce qu'on baigne dans un ensemble d'éthiques incantatoires, d'éthiques de café du commerce. Voilà. Alors, pour répondre maintenant à la question, j'ai soulevé le libertarianisme parce que, effectivement, nous pouvons analyser les positions successives du Comité national d'éthique de manière très précise en fonction des philosophies qui se sont emparées. La France est écartelée entre deux éthiques que nous appelons l'éthique maximaliste et l'éthique minimaliste. L'éthique maximaliste, c'est « je n'ai pas tous les droits sur mon corps ». Parce que je représente l'humanité. Et la France est maximaliste à un certain point. Parce que si j'ai tous les droits sur mon corps, pourquoi je ne vendrais pas mon rein? Ah ben non, dit la France. Ah non. Puis la France est très exigeante en maximaliste. Ah oui. Ah oui, parce que le sang. Ah oui, parce que la personne est intouchable. Mais la personne, c'est le corps. C'est très intéressant. Rapport du corps de la personne, ça fait une bonne heure de cours, hein, facile à faire. Bon. Le corps est là. Donc, retenons, la personne, c'est le corps. Mais la France dit, ah oui, mais l'organe aussi, mais le tissu aussi, et le sang aussi. Alors, en Autriche, le sang est payé, sont-ils immoraux? Ah mais non, mais nous les Français, c'est formidable, pas d'argent. Éthique maximaliste. Et puis, peu à peu, nous nous infiltrons d'une éthique minimaliste, qui est de dire, ah ben non, notre corps nous appartient. Nous faisons ce que nous voulons sur notre corps. Et la France est tiraillée entre ces deux éthiques. Et avis après avis du comité d'éthique, loi après loi, on peut faire une analyse précise de cette espèce d'écartèlement que la France essaie de faire entre du maximalisme et du minimaliste. Elle a beaucoup à faire et toutes les tensions de notre société aujourd'hui viennent de ça. Donc je pense évidemment qu'on gagnerait à conceptualiser ça pour dire, moi, je veux l'euthanasie parce que je suis un libertarien. Mais c'est un droit, mais disons-le. Après, est-ce que la nation le veut? Parce qu'on ne peut pas faire croire que tout ne tient qu'aux souffrances de fin de vie. Si, le comité d'éthique l'a dit, lui, il était resté dans ce cadre-là. Mais regardons le magma de déclarations auquel nous avons assisté. On voit bien que se marient des arguments chauds et des arguments froids. Voilà. Et c'est cette tension. Alors, on peut se demander,
Et c'est ma grande angoisse. Enfin, elle est double. Un, est-ce que nous sommes vraiment prêts à faire une loi aujourd'hui ? Quand on voit les positions de certains qui sont sûrs de tout, moi, j'envie, même des députés, même bien. C'est faux, c'est gars, ça. Comment ? Je suis contente d'être au Sénat. Voilà. C'est incroyable. La sûreté absolue, voilà ce qu'il faut faire. C'est... Bon, voilà. Non, je crois que c'est quand même un peu plus compliqué. Mais il y a un deuxième point, et vous l'avez bien dit, Mme Verrière, parce que c'est quelque chose... Supposons qu'une loi sorte demain et que quelqu'un, allez, je dis un département loin, dans la Creuse, ne puisse pas accéder à un service de soins palliatifs et qu'il choisisse l'aide à mourir parce qu'il ne peut pas accéder. Est-ce que la France n'aurait pas honte ? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre à niveau les soins palliatifs avant de penser ? Parce que c'est cette condition d'accès, vous comprenez, qui est essentielle. Et voilà. Alors, bien sûr, le comité d'éthique l'a écrit, et je lui en sais gré, bien sûr, au comité d'éthique de l'avoir écrit. Voilà. Mais il ne faut pas que ça reste un écrit. Où nous nous donnons le temps, ça demandera le temps qu'il faut de mettre à niveau nos soins palliatifs en France, et après on traite du reste. Vous en avez parlé, Mme Verdiac. Ou alors, nous faisons une loi rapidement. Oh, elle va se faire si... Bon, sans doute. Bon, nous ne sommes rien ici. Moi, je suis une poussière invisible, vous savez. Bon, mais si la loi est faite et que des personnes ne peuvent pas accéder aux soins palliatifs, quelle injustice vis-à-vis de la vie. Et je crois que c'est ça le grand problème. Alors l'éthique, voyez-vous, et je terminerai là-dessus, l'éthique, c'est vraiment quand c'est compliqué, voyez-vous. Quand on se dit, en sortant d'ici, vraiment, j'étais sûr de moi, mais maintenant, je ne suis plus très bien si je suis sûr de moi. Si ce soir, vous dormez un peu plus mal, sachez qu'alors, vous êtes entré un peu en éthique parce que vous vous êtes posé des questions, parce que vous dites c'est pas simple, parce que ce qu'il faut se méfier, Albert Camus le disait, c'est des additions et des soustractions, comme pour les enfants. Ce qui compte dans la vie, c'est de se torturer un peu, de se dire c'est compliqué la vie. Nous sommes dans la complexité, et je terminerai par ce que disait Paul Ricoeur, l'éthique, ça n'est pas choisir entre le blanc et le noir, c'est choisir entre le gris et le gris, un camailleux de gris. Et peut-être un peu de ciel bleu. Je vais tous vous remercier. Donc vous avez bien compris, les soins palliatifs, comme disait Guitry des femmes, je suis contre les femmes, tout contre les femmes. Nous sommes contre la mort, tout contre la mort. Voilà. Bon retour à tous ceux qui viennent de très très loin et merci.